Avec M. Lokadi Jackson, tout va bien, maître? Oui, je me porte très bien, merci. Je l'espère également pour vous, ainsi que mes co-débatteurs sur le plateau. Et, je l'espère aussi pour mes concitoyens, les Congolais qui sont partout, particulièrement ceux de l'Est, qui sont toujours sous occupation rwandaise, hélas. Il y a raison pour laquelle on espère en tout cas que la position que notre pays occupe présentement permettra à ce qu'on puisse sortir le paisible citoyen de cette situation macabre. Alors, je ne saurais commencer mon propos sans commencer par remercier évidemment le travail titanesque qu'abat la ministre des Affaires étrangères. Alors, coup de chapeau en tout cas, elle prouve encore une fois de plus qu'il y a des femmes assez compétentes qui peuvent, n'est-ce pas, relever les défis du développement, du rayonnement de l'image, des marques de notre nation. Cela dit, notre pays est élu membre non permanent du Conseil de sécurité depuis les 3 de ces mois, ce qui est une très bonne nouvelle. En plus, ce n'est pas une première parce que déjà en 82, 83, 91, 92, on était également membre non permanent. Alors, il y a les Nations Unies, le système des Nations Unies qui a été mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale est organisé à telle enseigne qu'il y a 15 membres qui siègent toujours pour réglementer les affaires du monde. Alors là, ça nous renvoie directement au niveau du Conseil de sécurité qui est l'organe exécutif suprême du système des Nations Unies. Alors lorsqu'on parle de membres non permanents, c'est justement parce qu'il existe 10 membres non permanents parmi les 15, et 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Mais la particularité, c'est quoi? Lorsque vous êtes membre non permanent, vous faites carrément le même travail que les membres permanents. La nuance se dégage du simple fait que les membres permanents ont le droit de veto. Les membres non permanents n'ont pas le droit de veto. Deuxièmement, les membres non permanents siègent indéfinitivement. Les membres non permanents siègent. Voilà. Oui, selon le vote, qui est exactement. Rotatif, selon déjà, les mandats que nous avons, c'est pour 2 ans. Tout en rappelant que chaque année, on remplace toujours 5 membres. Là, nous, on est parti pour 2 ans. Alors, c'est une très belle chose, en tout cas pour notre pays. Sur le plan diplomatique, ça nous permettra de faire asseoir l'un des piliers de la politique extérieure, la diplomatie, justement, en ayant une diplomatie efficace, efficiente, proactive, développementariste, d'autant plus que ça nous permet de nouer des liens solides avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a d'étendre notre influence sur la scène internationale, il y a de faire attendre notre voix sur la scène internationale. Au même moment, nous devons utiliser cette position pour faire valoir nos besoins sur le plan international. Alors, parlons du Conseil de sécurité. On va revenir, permet-nous quand même de saluer aussi. Voilà, exactement, exactement. Non, on retient déjà que c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Monsieur Moubalama, bonjour, bienvenue. Merci, Madame Kapuna et Madame Sefou. Merci pour l'invitation, parce que vous êtes nous appelez par le Congo. En fait, l'élection de notre pays au Conseil, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est une bonne chose, mais également une occasion en or qui nous est offerte afin que nous puissions cette fois-ci demander la mise en œuvre, n'est-ce pas, du tribunal pénal international pour la RDC. Il ne faudrait pas que tout qui est en il faut apporter quelque chose. Il faut que cette fois-ci, les Congo puissent bénéficier de cette occasion-là. Ça ne soit pas une occasion pour la présidence de sabrer la champagne, de fêter. Ils doivent mettre des stratégies en œuvre. Parce que c'est une belle coïncidence. 35 ans après que nous ayons été membres de ce conseil-là, de sécurité des Nations Unies, ça coïncide avec le 15e anniversaire du rapport mapping, depuis que le rapport mapping a été publié par les Nations Unies. Des chiffres ronds. Ce rapport mapping retrace tous les événements malheureux que nous avions connus dans notre pays. Aujourd'hui, faisant partie de ce conseil-là,
c'est la voix de la RDC que nous devons faire attendre là-bas. Comme l'a dit Dr Denis Mukwege, la justice transitionnelle doit être notre cheval de bataille pour que nous puissions rétablir la paix et cette paix de façon durable. On ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, de reconstruire un pays post-conflit sans la justice. Et dans le cas du Congo aujourd'hui, le tribunal pénal international est nécessaire pour remettre toutes les victimes de crimes dans leurs droits. Mais également, ça va être une occasion, un signal fort à tous ceux qui ont des velléités, n'est-ce pas, de prendre les armes contre notre pays, de tuer nos frères, à réfléchir plusieurs fois avant de s'aligner sur cette voie. Je me demandais si on est un pays post-conflit. Non, c'est comme si on n'est pas, c'est comme si on n'est pas un pays post-conflit. Est-ce qu'on est vraiment post-conflit? Parce que tout ce qu'on fait, aujourd'hui, quand vous regardez les actions de tous les acteurs politiques, il n'y a que, ce n'est pas vraiment pour m'enorgueillir, mais il n'y a que Dr Denis Mukwege qui insiste sur la justice transitionnelle dans notre pays, pour le tribunal pénal international dans le cadre du Congo. Et ce tribunal pénal international-là, à Kosovo, après le conflit, a produit des effets. Au Rwanda, après les génocides de 1994, a produit les effets. Et ce tribunal-là, qui a permis à ce que Kagame puisse régner pendant plus longtemps, parce que tous les leaders qui ont participé, n'est-ce pas, au massacre à l'époque, ont été condamnés à perpétuité et ils sont à Arusha. Ouais. Mais malheureusement, ce qui s'est passé pour le tribunal pénal international du Rwanda, c'est critiqué parce que ça c'était allé seulement dans un seul sens. Il n'y a que les Hutus qui ont été poursuivis, alors que le massacre a été dans tous les deux sens. C'est ça ce qu'on reproche seulement à ce tribunal-là. Voilà. Mais au moins, les résultats, les produits sont meilleurs. C'est pourquoi nous aussi, Madame Kaikwamba, bravo à vous. Mais pensez maintenant comme le propose Dr Denis Mukwege, qui est le pionnier très avancé à cette matière-là, le tribunal de justice transitionnelle, parce qu'il faut le dire, il n'y a que Mukwege aujourd'hui qui est avancé, qui a beaucoup écrit et qui a des stratégies nécessaires pour que ce tribunal-là soit implanté, mais également il peut constituer les lobbies nécessaires pour que cela soit une réalité dans notre pays. Le message est bon, Fayoul aussi a quand même un. Non, Fayoul, il faut laisser Fayoul. Lui, il a dit c'est le docteur qui est le premier. Dans son narratif, vous l'avez suivi hier, il ne fait aussi allusion. Autant que Kabila et Tshisekedi, ils n'ont jamais fait allusion à la justice pour la population. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Moubalama. Monsieur Ekwamana, bienvenue. Merci. Tout va bien? Oui, tranquille. Vous êtes également très content par rapport à... Surtout pour... moi, je suis surtout heureux pour la joie et le bonheur que ressentent mes compatriotes. Oui, personnellement, je pense que c'est une affaire normale. Étant un membre des Nations Unies, il faut que tous les 30 ans, vous soyez élu membre non permanent pour 2 ans. Vous voyez, ça nous est arrivé, c'est heureux. Et il faut que nous en profitions, comme mes co-débatteurs que je salue, hein, Maître Lokadi et M. Moubalama, on dit il faut que nous en profitions. Il faut que nous en profitions pour résoudre nos problèmes. Marius parlait de justice transitionnelle. Il faut que nous insistions là-dessus, mais il y a aussi la résolution 27 septembre du début de cette année qui n'a jamais été appliquée. Et je crois que maintenant là, nous sommes en position, en mesure de faire progresser des dossiers qui concernent notre pays. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'élection en tant que membre non permanent, il y a aussi la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies cette année. Donc c'est comme si nous avions marqué 2 buts aux Nations Unies, puisque nous allons présider, co-présider en tout cas, nous serons vice-présidents, la RDC sera vice-présidente de l'Assemblée, de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Ça va se passer à partir du 9 septembre. Donc c'est des bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui devraient en réalité, comme je le dis tout à l'heure, profiter à la RDC. Nous n'allons pas chanter pour déchanter à la fin. Nous devons faire passer notre résolution qui a été adoptée par le même Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous offre un siège non permanent et qui n'a pas encore été appliquée. C'est-à-dire que Goma est toujours sous occupation rwandaise, donc les troupes rwandaises n'ont pas quitté Goma, et Bukavu également. Et on n'a pas démilitarisé la zone. Hein. Toutes les résolutions, enfin la résolution, tous les points de la résolution ne sont pas réunis. Vous voyez. Mais en général, en gros, c'est une affaire intéressante. Mais comme le disent, il y a le docteur Mukwege aussi, il y a Martin Fayoulou qui a insisté aussi, il faudrait que nous revenions non pas au pacte social à proprement parler, mais à une sorte de conférence internationale pour la paix en RDC. Je crois que c'est la proposition du docteur Mukwege. Je voudrais par rapport à ce que vous évoquez là, il faut comprendre qu'il y a
le conflit a des dimensions. Il y a la dimension internationale et la dimension interne. Pour nous, Moubodistes, la conférence internationale sur la paix en RDC vient répondre, n'est-ce pas, aux problèmes exogènes de ces conflits. Ouais. Ça nous permet d'appeler sur la table toutes les entreprises, n'est-ce pas, qui achètent les minerais stratégiques à travers le Rwanda, qui sont exploités illégalement dans notre pays. On peut rencontrer ces entreprises-là dans le cadre, n'est-ce pas, dans le cadre de la conférence, non pas de la conférence internationale, mais dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc tous les pays qui ont été membres qui ont signé cet accord-là d'Addis Abeba, on ajoute une nouvelle, donc ce sont ces entreprises-là. Mais qui doivent être là, on discute avec elles et leur dire désormais il est possible de négocier avec la RDC. Mais pour que cela soit une réalité, nous, la RDC, nous devons travailler dans le sens de mettre en œuvre, à respecter nos engagements pris dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba. Parce que ces accords-là, ces engagements-là allaient dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons sur le plan international acquis un respect de l'État congolais. Je ne parle pas en réalité des forces qui se battent à l'Est, je parle du gouvernement de la RDC, de sa reconnaissance sur le plan international dans le concert des nations, avec l'élection de membres permanents, non permanents pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, nous pouvons abattre un travail, je parle d'un travail gouvernemental, costaud, pour laisser au sortir, au moment de partir, de quitter le Conseil de sécurité, des acquis véritables à consolider pour les années à venir, je pense. J'espère qu'ils voient aussi, quand je dis ils voient aussi ceux-là qui sont concernés, notre gouvernement va vraiment voir les choses également de ce côté-là et que ils vont pas faire les matalana comme l'a dit M. Moubalama, mais vous allez vraiment saisir cette opportunité pour vraiment parler de ce qui concerne notre pays. La qualité de nos diplomates, parce que c'est des lobbying. Être membre non permanent ne suffit pas, mais c'est le nombre de votes qui l'emportera. Si on est à 15, parce que les 5 de veto ont déjà dit oui, maintenant, il faut pour faire passer une résolution qu'il y ait 9 votants. Exactement. Et il faut travailler à l'interne. Il nous faut des vrais lobbying hors de Matalana, justement, pour parvenir à toutes les fins dont il est question ici. Sinon, on sera là, ok, mais on ne pèsera pas. Exactement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais commencé par féliciter la ministre, parce que déjà mener la campagne pour être élu, il fallait un travail titanesque, et aujourd'hui on y est. Alors il y a maintenant une seconde phase, c'est ce que j'avais dit, ça nous permettra d'avoir une diplomatie efficace, efficiente, mais il faut commencer par élaborer la politique extérieure de la RDC. Alors, il ne suffit pas de bien s'exprimer en français pour élaborer la politique extérieure. On en parle rarement, la politique extérieure de la RDC. Alors, je vais renchérir dans tout ce qui a été dit en ces lieux pour dire que la justice, c'est bien. La justice, c'est très bien. Mais moi, je m'aimerais bien qu'on puisse d'abord utiliser cela pour faire asseoir les 3 piliers de la politique extérieure. Là, il s'agit de la diplomatie. Mais vous le savez, les chanceliers de fer Otto von Bismarck disaient toujours que la diplomatie sans les armes, c'est de la musique sans les instruments. Et pourtant, il n'existe pas de la musique sans instruments. Voyez-vous? Exactement. Voyez-vous, c'est-à-dire, on doit faire asseoir l'armée. Il y a l'armée, la diplomatie et les renseignements. Parce qu'il ne faut pas s'emporter dans l'euphorie. Encore moins dans les triomphalismes, parce que j'avais dit tantôt 91, 92, on était membres, mais vous connaissiez la suite. Le pays avait sombré jusqu'à ce jour, voyez-vous. C'est-à-dire, ce n'est pas une garantie exceptionnelle, voyez-vous. C'est une routine, on va se dire exactement, comme ça. Exactement, c'est à nous de capitaliser pour faire asseoir un État, pour construire un État et une économie au service de tout un chacun. Raison pour laquelle on prévoit, même au niveau des Nations Unies, le développement des ODD. Voyez-vous? Donc moi, je voudrais qu'on puisse, d'abord, pour répondre à votre question, élaborer une politique extérieure bien réfléchie. Deuxièmement, chercher les animateurs compétents, parce que nous voyons avec la ministre des Affaires étrangères qu'il ne faut jamais mettre la compétence au dénominateur. Non, plutôt aller dire il ne faut jamais mettre la confiance au dénominateur et la compétence
au numérateur. Voyez-vous? Donc, il faut combiner les deux parce que généralement, les gens qui nous gouvernent, ne voient que les gens qui leur font confiance. Même si vous êtes un abruti, ça ne dérange pas. Moi, je dirais même mieux pas les gens qui leur font confiance, mais les gens qui chantent leur gloire. Hein. Exactement, exactement. Tout est bon, tout est bon. Les militantismes aveugles, c'est ce qui nous tue. Donc, il faut chercher les bons animateurs à tout le niveau. Lorsqu'on parle de la diplomatie, vous voyez même lorsque les chefs de l'État reçoivent les accréditations des envoyés qui viennent ici, mais il faut voir les poids qu'ils ont, les études qu'ils ont faites, c'est exceptionnel. Mais nous, généralement, on envoie n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Alors, il faut saisir cette occasion pour justement peser d'abord sur les rôles, la mission principale du Conseil de sécurité qui est de veiller sur la paix et la sécurité internationale. En profitant de parler évidemment de tous les pays qui sont plongés dans les chaos comme le Soudan, en martelant précisément sur notre situation. On l'a dit tantôt, on doit travailler pour mettre en œuvre la mise en œuvre de la résolution 2773. Voyez-vous, parce que c'est justement cette résolution qui nous permettra de recourir à l'article 41 du Charte des Nations Unies. Nous siégeons avec les puissants. Nous avons la possibilité d'exiger des sanctions concrètes. Je l'avais dit une fois ici, ça ne sert à rien de demander aux États indépendamment de sanctionner le Rwanda. Mais au Conseil de sécurité, on peut sanctionner sévèrement le Rwanda, à commencer justement par des sanctions économiques, embargo commercial, gel des biens à l'étranger, et j'en passe. Au cas où l'État rwandais ne se plie pas à ces sanctions, on peut très facilement passer à l'article 42 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire les recours qui impliquent la force armée. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler. Deuxièmement, on doit se baser sur les objectifs du développement durable. Nous avons besoin des financements. Vous avez suivi dernièrement, la Banque mondiale a accepté de nous donner 1 milliard, alors qu'on espère vraiment que l'argent qui sera décaissé, parce qu'on a commencé par décaisser des 150 millions, qui ça sera affecté au travail qu'il faut. Parce que c'est le problème qu'on a eu longtemps avec la Banque mondiale. Exactement. On décaisse, mais nous, on ne fait pas le bon travail. Et souvent, oui, mais c'est gravissime parce que c'est une responsabilité intergénérationnelle. Oui. L'argent qu'on nous donne, ce n'est pas un cadeau. Demain, on devra rembourser de l'argent. Nos petits-fils, nos enfants le payent. Exactement, mais lorsque vous n'investissez pas, parce que c'est de l'argent qu'on nous donne pour investir. Si aujourd'hui on arrive à finaliser avec Inga 3, on arrive à retaper Inga 1 et qu'on arrive aussi à finaliser avec Inga 2, nous sommes à mesure d'éclairer toute l'Afrique australe. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Donc ça peut facilement commencer à donner à l'État congolais plus de 15 milliards de dollars chaque année. Donc sur le plan financier, le pays aura directement de la caisse. Exactement. L'État aura une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, pour avoir de l'argent, il ne faut pas forcément recourir aux mines. Le mine, c'est bien, mais n'oublions pas que nous avons une responsabilité, encore une fois de plus, intergénérationnelle, parce que nos minéraux, Dieu nous les a donnés à nous, à nos morts et à nos futurs, les gens qui viendront après. On ne va pas les épuiser comme ça. Exactement. Aujourd'hui, nos minéraux sont bradés. Alors, il faut essayer de diversifier cette économie. C'est la raison pour laquelle je parle de l'énergie. Nous avons une capacité extraordinaire dans ces domaines et c'est connu dans le monde entier. Il faut en profiter pour chercher des financements efficients et efficaces pour contribuer dans ces sens. Je vais citer par là. Et pour enfin contribuer au rayonnement de notre pays. On ne peut pas continuer à tendre la main tous les jours, à chaque moment, et pourtant nous avons assez de ressources, ce qui est d'ailleurs criant. Nous sommes à mesure de nourrir toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous mangeons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc c'est le bon moment de travailler et sur le pilier sécuritaire et sur le pilier économique pour faire asseoir véritablement un État et une économie au service de tout un chacun. Un musicien chanter, c'est le moment. C'est le moment. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Ekwamana. La résolution 2773. Cette résolution, nous l'avions eue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution demandait à ce qu'il y ait cessez-le-feu immédiat et sa condition. Ça, c'est le premier élément. Cessez-le-feu immédiat et sa condition. Deuxième élément, c'était le retrait sa condition des RDF sur notre territoire. Parce que tous les rapports des Nations Unies reconnaissent que non, il y a le militaire rwandais sur notre territoire. Ils ont demandé à ce que les Rwandais puissent retirer ces militaires sur notre territoire. Mais la troisième recommandation,
était l'annulation de toutes les administrations parallèles mises en œuvre par Nanga avec le M23. Ça, c'était une façon d'anéantir directement, n'est-ce pas, la rébellion. Et cette même résolution demandait à ce que la MONUSCO puisse accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette résolution-là. C'est là, je dirais même, là, je vois même la mauvaiseté du cœur des acteurs politiques congolais. Ce sont les acteurs politiques congolais qui ont poussé le président Tshisekedi à demander à ce que la MONUSCO puisse quitter ces zones de conflit-là. Parce qu'aujourd'hui, la MONUSCO n'est pas dans le sud Kivu. Dans plusieurs zones, dans le nord Kivu, la MONUSCO n'y est pas. Oui, parce que la MONUSCO, elle faisait rien. Maintenant, aujourd'hui, pour que cette résolution soit mise en œuvre, il faut que la MONUSCO soit présente dans ces zones-là. Or, pour que la MONUSCO soit présente dans les zones-là, il faut qu'il y ait une résolution des Nations Unies qui vote une loi pour que cette force-là de la MONUSCO soit encore de nouveau déployée dans ce territoire-là. Ça prend du temps. Des va-et-vient. Oui, c'est ça. Ça, c'est disons, les politiques. Et pendant que cette résolution-là existe, sur laquelle le gouvernement congolais devrait nécessairement s'appuyer pour endiguer l'agression, Tshisekedi est allé, n'est-ce pas, rencontrer Kagame en Ouganda. Et cette rencontre, pas en Ouganda, à Doha, entre Tshisekedi et Kagame, a donné encore à Kagame de l'énergie. Et au-delà de ça, on se retrouve aujourd'hui à Washington. Or, si on mettait en œuvre cette résolution, on ne serait pas en train de tourner en rond dans des négociations avec le M23. Aujourd'hui, ce que le M23 est en train de demander, aucun pays ne peut le donner. C'est qu'il est en train de donner à Doha. Mais également, il n'y a pas que le M23 comme force négative dans notre pays. Mais aujourd'hui, on est concentré sur le M23. Il y a les Codeco, il y a les RAI qui sont sur notre territoire et consorts. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous on est figés sur le Rwanda. Mais en Ouganda, il y a Thomas Lubanga qui venait de lancer une nouvelle rébellion sur laquelle le gouvernement congolais semble ignorer. Ça aussi, c'est un autre problème. Or, cette résolution-là allait dans le sens de nous aider. Parce que quand je vois les gens dire que non, les Nations Unies ne font pas ceci, mais cette résolution-là était déjà un acquis. Mais également, je reviens sur la conférence internationale. Mais s'il vous plaît, il y a monsieur qui est d'Ingombo, Paolo qui écrit avec beaucoup de passion. Si bien que j'arrive pas à bien décortiquer, il pourra peut-être me rectifier. Il dit, mais messieurs, vous faites mal les analyses de Rwanda, l'Ouganda, le Kenya ne respectent pas les engagements. Et alors, vous demandez à la RDC à son tour de respecter les engagements. Voilà, le Rwanda, c'est le pays, ce sont nos pays frontaliers, avec qui nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba, n'est-ce pas? Ces pays-là, c'est à vous la question, j'imagine. Ces pays-là sont des proxys téléguidés qui sont utilisés par les impérialistes afin que ces derniers puissent avoir la même mise sur nos matières premières. Voilà pourquoi Dr. Denis Mukwege, dans cette proposition-là de la conférence internationale sur la paix en RDC, afin que nous-mêmes puissions négocier directement avec ces multinationales-là. Parce qu'on peut le dire, le minerai stratégique qui regorge notre pays reste indispensable pour la transition énergétique dans le monde. C'est pour ça que c'est stratégique. Et voilà pourquoi il est nécessaire de parler à vive voix avec ces entreprises-là. Et l'idée de Dr. Denis Mukwege, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le business for peace. Ce business for peace-là viendra pour militer contre l'exploitation illégale des matières premières qui occasionne les morts, la violation des droits de l'homme, les génocides de nos populations. Parce que si ces entreprises passent directement par la RDC, tous ces pays-là seront fragilisés. Et voilà pourquoi ces pays-là, tous ont voté contre la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah ouais. Ouais. Donc il a dit, mon voisin ici, Maître Lokadi, une autre politique extérieure doit encore être repensée. Oui. La CPGL, est-il mise en œuvre? Non. Parce que la CPGL, c'était un des instruments que Mobutu à l'époque avait mis en œuvre pour que la coopération soit favorable dans le pays. Mais elle est désuète aujourd'hui. Elle est désuète. On a ajouté des gens qui ne faisaient pas partie. La nouvelle présentation géostratégique du monde ne permet plus. Et puis les relations qui sont beaucoup détériorées entre le Rwanda, le Burundi et la RDC ne permettent plus de travailler sur la CPGL, mais permettent de créer d'autres moyens. C'est ce qui était prévu dans, j'aimerais reparler de l'accord entre la RDC et le Rwanda qui va être signé prochainement à Washington. Parce qu'il y a ici un double jeu du gouvernement congolais auquel je ne suis pas d'accord. C'est que sur un plan, on nous
on nous vend la surexcitation diplomatique de tous ces titres que les Nations Unies nous confèrent. Mais sur un autre plan, nous sommes dans un pays en guerre, avec des territoires occupés. Vous avez vous-même parlé de la rébellion de Thomas Lubanga qui commence au nord-est de la RDC. Et la RDC, en réalité, le gouvernement congolais n'arrive pas à contrôler tous les territoires nationaux, mais se presse d'accepter les rôles et les fonctions que lui confèrent les Nations Unies. Et en même temps que nous sommes occupés par les Rwandais, nous allons négocier avec le Rwanda à Washington, signer un contrat sous l'égide des États-Unis. C'est en même temps que nous faisons ça. Donc ce qu'il faut en réalité, pour moi, c'est pas seulement la politique extérieure, mais aussi un nouveau contrat de politique intérieure. La politique intérieure de la RDC nouveau contrat. Oui, enfin, ils appellent ça comme ils veulent, pacte social et tout ça, mais la conférence internationale, c'est avec les partenaires internationaux. Mais à l'intérieur de la RDC, nous avons des problèmes politiques. Voilà. Parce que quand même, nous vivrons d'abord pour nous-mêmes. Pour nous d'abord, pour les autres. Congolais, c'est ça la nécessité maintenant du pacte social pour le bien vivre ensemble en RDC. Exactement. Et les autres semblent négliger. Martin Fayoulou, il était partisan de ce pacte social-là. Aujourd'hui, il propose autre chose. Non, c'est ce qu'encore il a rappelé hier. Ouais. Il est resté ne lui prêtons pas les mots, il était concis. Il est resté sur au sortir sur les mots. Non, peut-être que tous les moyens sont bons pour parvenir à cette femme. Reste un cadre nécessaire où les Congolais peuvent se parler de façon ouverte. C'est ce que Fayoulou a rappelé hier. Et y trouver des solutions à la congolaise. N'est-ce pas? Et à la fin, c'est ce qu'il propose même le prêtre, à la fin de ce pacte-là, il y aura un cahier de charges accepté par tous les Congolais qui peut nous aider à nous... Un cahier de charges que vous faites accepter par les Congolais, de quelle manière? Non, ce sont les Congolais qui ont travaillé justement sur ça. Non, nous ne Congolais commencent à une poignée de Congolais. Nous ne voulons pas. Nous, chez Mbanza Congo, nous proposons un référendum sur le vivre ensemble des Congolais. C'est-à-dire que tous les Katangais, tous les Kivusiens, les Bandundu et les Bakongo doivent voter si oui ou non ils veulent être restés dans la nation congolaise. Parce que, parce que... Mais ça, c'est pas l'une de la organisation. Non, ça c'est une mauvaise idée. Non, parce que déjà, les gens doivent voter. Oui. Les Congolais qui chaque fois disent « Ah, Moko, laisse-moi te donner un exemple. En 1974, il y a eu ce problème au Québec. Les Québécois voulaient quitter le Canada. La Grande-Bretagne, qui est Dominion, c'est dans le Dominion britannique, après avoir subi la mort, le meurtre, puisque les Québécois ont commencé à tuer des ministres, ils en ont tué 15 ou 16 dans le gouvernement québécois. Et la Grande-Bretagne a organisé un référendum pour que les Québécois décident, la ville de Montréal et les autres villes, s'ils veulent quitter le Canada et devenir un État indépendant. Après ce vote démocratique, qui a été remporté par le non, à 51% contre 49%, tous les Québécois nationalistes se sont tus. Quel est l'avantage pour nous d'être dans un pays tiraillé à gauche et à droite par des gens qui manifestent tantôt un désir de s'en aller du territoire national, tantôt pour rester. Ça, c'est les Katangais. Je le dis ouvertement, sans ethnicisme. Est-ce que leur motivation n'est pas due à la politique interne? Oui, mais c'est comme ça que je dis. Il y a des causes immédiates. Il y a des causes immédiates à l'interne. Exactement. Mais si jamais on réglait, et jusqu'ici, les méthodes... On revoyait cette politique intérieure tout à l'heure, comme ça a été évoqué, peut-être que plus personne n'aurait besoin de s'en aller. Oui, mais comment? Alors, parce que jusqu'ici, les moyens mis en œuvre pour résoudre ces questions-là sont des moyens politiciens. C'est-à-dire, vous aurez la présidence de telle institution, vous n'aurez pas la présidence de... Mais ce n'est pas ce que dit le pacte social. Absolument pas. Non. Mais le pacte social, quand il sera négocié par des politiciens, sans que le peuple... Le pacte n'a pas à être négocié. On adhère au pacte, on ne négocie rien. On peut aussi participer au pacte social. Oui, mais il y a la société civile, les acteurs politiques de tous bords. Absolument. Il n'est pas question de politiciens. On négocie pas, non, justement. Mon problème est lequel? Le grand héritage que nous avons eu de Patrice Emery Lumumba, c'est vivre ensemble. Oui. Au Congo, nous avons d'abord cet héritage-là. Moi, je suis de l'Est. Je me sens à l'aise à épouser quelqu'un du Congo central. Contrairement, moi qui suis de l'Est, ma famille ne peut jamais accepter d'épouser une fille qui est à quelques mètres de chez moi, par exemple au Rwanda. Ça ne passe pas, la famille ne va pas accepter. Mais la famille peut facilement accueillir avec joie
quelqu'un qui vient du Congo central. C'est ça l'intérêt de vivre aussi ensemble. Oui. Cette cohésion-là est envenimée, est empoisonnée par les comportements politiques. Simplement. C'est ça le problème. Oui, mais et c'est pas la si on arrivait Exactement. à avoir ces cahiers de charges-là à travers ce pacte social, où tout le monde se met d'accord avec des propositions qui viendront dans tous les sens de la société civile, des acteurs politiques et tout, ça peut nous permettre d'évoluer dans une même direction et de résoudre les problèmes qui sont à l'interne. Ça, c'est la dynamique interne que Mukwege soutient à travers le pacte social. J'ai observé l'histoire de ce pays ces 65 dernières années. J'ai vu de nombreux cénacles et de nombreuses réunions dans ce sens-là qui n'ont jamais abouti. D'où il faut balkaniser. Non, pas balkaniser. D'où il faut remettre les résolutions, les résolutions du pacte national, les remettre au peuple congolais pour vote. Mais quel peuple? Le peuple qui a faim. Tu lui dis tu veux partir pour avoir le pain ailleurs, mais l'Eldorado c'est jamais au Congo, c'est ailleurs. Madame, oui, maître, allez-y. En fait, moi particulièrement, je ne suis sera pour votre dernier mot, maître. Ni pour l'un ni pour l'autre, de deux. Voilà. Voyez-vous, parce que le peuple congolais n'a pas un problème du vivre ensemble. Non. Les Congolais aiment vivre ensemble sans aucun embâche. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui blesse avec ces pactes sociaux, les problèmes, c'est quoi? Ces pactes aimeraient nous ramener en 2002-2003. Voyez-vous? C'est-à-dire, vous voyez déjà la posture que Kabila a prise. Donc, on aimerait encore nous ramener en arrière où les forces politiques des oppositions militaires qui prennent des armes. Vous l'avez lu, le pacte social? Je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu une partie. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu une partie. Ne serait-ce qu'en préambule. Non, mais déjà, vous avez suivi des polémiques et ça engrange dans la société. Oui, mais ça, c'est la société. Il faut lire, peut-être. Oui, tout à fait. Mais les problèmes, c'est quoi? Déjà, dès les débuts, ils voulaient faire ces pactes pour faire partir les chefs de l'État le plus rapidement possible. Non, ce n'était pas ça. qui ne tient pas. Non, c'est sur la durée. Si on est parti sur 60 ans, on n'est pas sur celui qui va partir dans 2 mois. Le prêtre ne réfléchit pas à 3 ans. C'était même ça aussi. À long terme, c'est une durée de 30 ans. Laissez-moi chuter. On les laisse finir comme ça. Oui, tout à fait. Les Congo ont un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème est que dans 65 ans, on n'a pas réussi à construire un État. Alors, il faut donner la responsabilité présentement, je l'avais dit dès l'entrée de jeu, à des hommes qui sont à même de construire un État. Comment on construit un État? L'État, c'est la coercition. Même lorsqu'on parle de la rébellion, de l'agression rwandaise, c'est parce qu'en face, l'autorité de l'État n'existait pas. L'État n'existe que là où il s'est fait respecter. Voyez-vous, si vous voyez même les grandes puissances au sein des Nations Unies, c'est d'autres des armées exceptionnelles. C'est pour assurer leur sécurité parce qu'il n'y a que la puissance qui permet d'assurer la sécurité. Alors, on doit construire un État congolais, je l'avais dit, avec une économie au service de tout un chacun. Il faut de l'intelligence. Il faut choisir des gens qui aiment ces pays, pas des politiciens. Nous sommes présentement organisés par une classe politique qui est composée des seigneurs des guerres. Choisir, ok, dans les 5 prochaines années, on choisira, est-ce qu'on sortira de l'auberge? Évidemment, les choix, le problème, c'est lesquels? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est ici, parce que je chute par là. Il faut former et informer les souverains primaires qui est censé élire ces gouvernants. Que si jamais on élisait le même personne, si on persévérait dans le même système politique, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, pour répondre à ce qu'il a dit, il fait preuve de l'inquiétude des politiciens qui sont au pouvoir actuel. Le pacte social a été réfléchi pour une... Non, même de l'opposition, il n'y a personne de bon. Pour une durée de 35 ans. Dans l'entretien, Tshisekedi est en train de courir encore son mandat 3 ans. Le pacte social ne vient pas pour servir les 3 ans, c'est pour servir toute une longue période. Voyez. Et les solutions qui seront prises, ou bien les résolutions qui seront prises dans cette pacte social-là, c'est pour le long terme et non pas pour le court terme. Ça ne veut pas dire que ça amène à faire partir Tshisekedi vite. Pourquoi non? Parce que Tshisekedi, il a 2 mandats. Il est là aujourd'hui, il est à son 2e mandat. C'est lui qui viendra après lui. Il doit avoir un cahier de charges accepté par tous les Congolais sur lequel il va marcher. Il doit savoir quels sont les problèmes. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les problèmes qui peuvent trouver solution à court terme. Le président Tshisekedi, il a de se battre, considérons ça comme ça. Mais le problème que nous avons, ce n'est pas Tshisekedi qui viendra le terminer. Il va finir son mandat, l'autre qui viendra, il va continuer par l'autre Tshisekedi, aura arrêté, et ainsi de suite.
Donc le pacte social, c'est une occasion pour les Congolais de se parler, en fait de trouver solution aux problèmes qui gangrènent notre pays depuis une certaine période. Voilà. Monsieur Ekwamana. Oui, bon, moi pour conclure, je ne reviendrai pas sur le pacte social. Je crois que le président de la République a choisi l'option diplomatique pour ses mandats. En tout cas, sa présidence serait une présidence de diplomatie. Et donc avec l'avènement de notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 ans, je souhaiterais vivement que soit appliquée la résolution 27-73 et que le RDF, effectivement, déguerpisse du territoire congolais et que les administrateurs parallèles qui ont été nommés par AFCM 23 soient annulés et qu'aujourd'hui, le territoire occupé par les forces rebelles soit retrouvé. Vous voyez, il faut également que le président et la ministre des Affaires étrangères insistent pendant l'Assemblée générale qui va commencer que la région est de la RDC soit classée parmi les régions à haute protection dans l'univers à cause justement de minerais que cette zone-là regorge. Vous savez, il y a des zones fragiles sur la Terre qui sont protégées par non pas une force internationale, mais une sorte des lois qui encadrent des zones comme ça. Ce sont des zones auxquelles appartiennent le Kivu, par exemple. Donc il faut aujourd'hui que nous revenions aux bases de la fondation d'un État. Un État se construit par son industrialisation, un État se construit par des lois nouvelles, et surtout en RDC, il faut nationaliser l'économie des mines, l'économie minière. Ouais, donc, c'est une très bonne nouvelle que nous soyons élus pour 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais encore faut-il que les raisons pour lesquelles nous cherchons la collaboration avec les Nations Unies soient palpables, soient vivantes. Voilà. Donc, voilà, tout a été dit, et je sais que Maître Monsieur Lokadi avait encore beaucoup de choses, à dire, mais ce que nous avons évoqué ici, c'est vraiment important. Nous avons la facilité de pointer du doigt aux autres pour dire que c'est eux. Or, nous avons des problèmes graves ici en interne. Mettons-nous vraiment ensemble. Commençons, essayons. Fournissons un effort de résoudre d'abord nos problèmes internes et puis vous allez voir que si nous sommes unis dans tous les secteurs, dans tous les domaines, ceux-là à qui nous pointons de doigt, voilà, l'extérieur n'aura pas son mot à dire. Parce que lorsqu'on va aborder Julie, Julie dira non, sans Dorcas, je ne peux pas faire ceci. Avec M. Ekwamana, M. Moubalama, M. Lokadi, nous nous sommes entendus comme ça. Laissez-moi d'abord consulter mes frères et sœurs et puis on reviendra vers vous. Personne ne pensera plus à ses propres intérêts. La guerre que nous avons, je l'ai dit, je le redis encore. J'ai compris que, au fait, ce sont des individus qui se battent, qui se sont fait ennemis à cause de leurs intérêts personnels au petit peuple. Vous ne pensez même pas